êtes sur la boîte vocale de Luxnoise, à la croisée de la lumière et du son. Laissez votre message. René et Renato, ou Renato, Rivière et Ribeiro, ou Ribeiro. L'invité du jour est donc pluriel. Ce boulimique de travail est comédien, metteur en scène, coach, directeur artistique. Il a fondé et géré de main de maître l'espace La Commedia à Paris. Il sera question de son parcours rugueux et prolifique, de ses premiers émois sur les planches, jusqu'à aujourd'hui. Depuis quelque temps, il s'est installé à Lisbonne, où il enseigne le théâtre et, entre autres, il officie au sein du cabaret Maxime-sur-Mer. Lui qui aime jouer les personnages marginaux et atypiques, d'ailleurs, il interprétera un Pazzolini plus vrai que nature. Voici en 2 épisodes un entretien dense, profond et touchant, avec un écorché vif, un personnage passionnant et passionné. J'ai nommé Renato Ribeiro alias René Rivière. Avant de commencer notre petit entretien, je voulais te demander, tu veux que je t'appelle comment? René ou Renato? Ou Renato? C'est complexe comme question. On peut dire, ce que j'apprécie vraiment, c'est Renato. Parce que je trouve que c'est justement un mélange francisé d'un nom portugais et à la fois qu'il y a une résonance française du fait du Renato. Parce qu'en portugais c'est Renato, ce que je n'aime pas du tout. Et puis René j'apprécie, mais c'est mon nom de scène. Donc c'est pas forcément le nom de l'être humain. C'est plus le nom de l'artiste. Parce qu'en fait c'est une chose que je voulais te demander aujourd'hui, maintenant qu'on se retrouve à Paris après tant d'années. C'est clair. On y viendra, si tu veux bien, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. J'ai comme l'impression, tu me diras si je me trompe, que depuis que t'es parti, t'as quitté la France pour venir au Portugal. Est-ce que c'est là que tu as switché, que ton nom a switché? Parce que j'ai comme oui. que... C'est pratiquement une obligation qui s'est mise en place parce que là-bas, du fait déjà, comme je viens de le dire, on ne dit pas Renato mais on dit Renato. Il se trouve que quand je suis arrivé, donc j'ai dit que je m'appelais Renato. Très étonnamment, je n'arrivais pas à obtenir de rendez-vous dans les démarches que je faisais. Je tapais aux portes, mais il ne se passait rien. Alors qu'on m'avait dit que le portugais était plutôt quelqu'un d'avenant, les portes ouvertes. Contrairement à Paris, facile d'obtenir un rendez-vous, puisque là-bas on donne très très rapidement le numéro du portable. Donc on n'a pas le fameux barrage de la secrétaire. Et du coup, j'étais surpris. On m'a dit tout ça, et en fait, qu'est-ce qui se passe là? J'ai eu l'occasion de très vite avoir un premier contact avec un gars qui s'appelle Wagner, qui est brésilien, et qui est le responsable de la billetterie d'un des plus gros théâtres à Lisbonne. Et on papotait sur le fait de comment se passait son job, quelles étaient les différences entre la tenue ou la responsabilité, en tout cas d'une billetterie sur Lisbonne par rapport à Paris. Est-ce qu'il y avait des billetteries online, bla. Et je lui dis, c'est étonnant, puisque tu me dis ça, j'essaye de prendre des rendez-vous, je n'y arrive pas. Et là, il me dit, mais c'est pas possible, puisque en fait, on arrive à prendre des rendez-vous assez facilement ici. Ben, je dis, il faut que tu me donnes la recette, parce que apparemment, je n'y arrive pas. Il faut dire que quand je suis arrivé là-bas, mon portugais était plus que mauvais. Donc tu as dû franciser ton nom, quoi. Ben, c'est lui qui me l'a dit. Et du coup, comme ils n'aiment pas les Brésiliens, il se trouve que Renato a été le prénom le plus connu du débarquement des premiers Brésiliens. Donc aujourd'hui, quand tu annonces au téléphone « je m'appelle Renato », c'est OK, donc un Brésilien de plus. Que tu roules le R ou pas. Ah oui, ou pas. Voilà, dans tous les cas, il y a la porte se ferme. Juste pour la petite histoire, il faut savoir que les premiers Brésiliens qui sont arrivés au Portugal étaient soit des filles qui sont devenues très vite des prostituées, soit des garçons efféminés qui sont devenus très vite des travestis. Donc des Renata. Voilà, on va dire des Renata, vraiment. Donc on ne peut pas dire que les Portugais les ont appréciés, et il y a eu un vrai boycott dans les démarches boulot et autres. Du coup, il me dit, écoute, ça serait vraiment bien si tu changeais de nom. Et comme ça, les gens te recevraient. Et je dis, t'es drôle, toi, tu crois qu'on change de nom en 2 secondes Et tout d'un coup, m'est venu à l'esprit, quand j'ai démarré ce métier en France, j'avais pris un nom de scène quand j'étais tout petit, puisque j'ai démarré à l'âge de 7 ans. Et pour me la jouer,
Comme tu voyais ça à la télé, tu te dis je vais faire pareil. Je m'étais pris un nom de scène qui est en fait la traduction exacte de mon nom et prénom. Donc Renato Ribeiro, et c'est ça qui est drôle dans l'histoire. C'est que tu t'appelles René Rivière en France et tu essayes d'être un artiste, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu t'appelles Renato Ribeiro, c'est exotique. Pour peu que tu fasses un petit peu des choses intéressantes, bien entendu, en création, il y a les portes qui s'ouvrent. Et bien au Portugal, c'est l'inverse. Il vaut mieux s'appeler René Rivière pour être reçu par certaines instances et donc pouvoir proposer tes projets. Donc je suis devenu là-bas un René Rivière, ce qui est très drôle, puisque maintenant tout le monde là-bas m'appelle René et pas du tout Renato. Et si je vous la fais en portugais, ça fait Olá René. René. Il y a de quoi faire, que quoi, juste avec le changement de nom. C'est fou, hein. On est investi d'une autre mission et on vit dans une autre vie, Yes. une dimension déjà. Yes. Et tu as ta double vie qui démarre. Et je me suis même amusé en me disant, mais tout ça, ça peut être le sujet d'un spectacle. Parce qu'en fait, on parle de 4 personnages. Il y a Renato, Exact. Renato, René et René. Donc, on a 4 personnages. Et si tu pars dans un pays anglo-saxon, The C'est River. c'est encore autre chose, tu vois. Rival devient The River. Donc c'est drôle. Il résonne bien dans... Moi, je trouve que ça te va bien en plus, avec ta double identité, avec ton parcours ici notamment, mais maintenant C'est depuis vrai. 3 ans à Lisbonne, on y viendra à nouveau. Je trouve que ça te va bien, ça, ce mélange. René. Mais vraiment, mais je te dis, au début, j'ai pris ça pour genre... et non, ça fonctionne à tel point que même mon réseau à Paris, dans le milieu artistique, qui au début a rigolé en disant « Ah, René Lacanne, René l'Empaillé, René l'Enfoiré, René le... » Bon, tout y allait, puisque René était un prénom français très connu du temps de Gabin, Ventura, Simone Signoret et les autres. Donc on était vraiment dans du rififi, d'accord ? Donc j'ai droit à tous les René de l'époque de Audiard, tous les clins d'œil de Audiard. Il n'empêche que, tu vois, avec le temps, y compris à Paris, ça y est, maintenant on commence à m'appeler René. Il y a quelque chose qui s'est installé. C'est intéressant. T'as bouclé un peu la boucle, hein, c'est symbolique. Ouais. Quand tu reviens. Par rapport à la partie créatrice, en tout cas. Par rapport à la partie créatrice. Alors après, humainement, c'est intéressant aussi parce que je me sens tellement français jusqu'au bout des ongles et à la fois portugais que du coup, d'être René Rivière au Portugal, c'est tout à fait dans l'esprit dans lequel je me sens là-bas. Un Français qui débarque au Portugal et qui essaye de découvrir cette culture, ce pays et de voir comment il peut faire une mixité de tout ça. En tout cas, René ou Renato ou Renat, indépendamment de tout cela, j'ai envie de dire que tes yeux, ton regard pétille comme il y a des années quand je t'ai connu à Paris. Tu étais encore à la tête de l'espace La Comédia. Bien. Et je trouve que ce regard, et je le retrouve là, bien des années plus tard. Merci. C'est quoi? C'est la passion toujours? Oui, je pense. J'ai une devise, une maxime, une idée farfelue, certainement folle, qui est de dire que ça vaut la peine de se battre pour être libre. Et pour être libre, ça suppose décider de ses choix et suivre ses choix jusqu'au bout. C'est parfois difficile. Je trouve qu'aujourd'hui, le mot liberté est cher. On paye très très cher. On travaille beaucoup. Parce que souvent on se dit le type là il est en train de dire qu'il est libre, j'ai compris, il faut rien, il boit cette bière, il doit... Et non, d'être libre c'est aujourd'hui beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, c'est des luttes. Souvent le fait d'être libre, tu renvoies souvent une image aux autres qu'ils n'ont pas envie d'avoir, parce que même se disent merde, j'aurais pu ou j'aurais dû, ou j'ai eu il y a 20 ans ou il y a 10 ans une opportunité, j'ai dit non. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Puis ce gars-là, qui se balade devant nous en disant je suis libre. T'as-tu juste envie de le flinguer parce que lui, il a sauté le pas. Lui, il a franchi le pas. Donc si tu veux, je continue d'avoir cette flamme. Moi, je parle de flamme à l'intérieur que je sens, que je vois, qui me donne une énergie hors du commun. Tu penses que l'acte, on va dire l'acte artistique au sens très large, est aussi un acte citoyen de résistance en quelque sorte? Bien sûr, plus que jamais. Si tant est, on est encore dans la liberté. Si tant est que tu en fais le choix. Si en effet demain tu fais un acte créatif pour simplement te dire ça va me faire 300 entrées multipliées par 25 € par mois, ça me fait et que tu fais du calcul financier, c'est une autre histoire. Je ne critique pas, il faut de tout dans un monde et je critiquerai certainement pas les gens qui font ça. Maintenant c'est un choix. Tu fais un choix commercial de création où tu te dis à peu de choses près, il y a des chances que je vais gagner des sous ou du moins que je vais en perdre un minimum, etc. Après, il y a l'acte de création. Et l'acte de création, j'ai envie de dire que l'argent, on y pense quand c'est pratiquement déjà fini.
Et souvent quand on me dit est-ce que tu aimes ou est-ce que tu es artiste ou est-ce que tu es metteur en scène ou est-ce que tu es comédien, parce que la vie a fait que j'ai beaucoup de casquettes, j'ai pas du tout de réponse à donner. Je n'aime pas ces mots-là en plus, je trouve que c'est très cliché aujourd'hui. À l'époque, dans l'histoire peut-être pas, parce qu'il y a eu historiquement plein de choses, mais aujourd'hui je trouve ça tellement ridicule de dire je suis artiste. Parce que tout le monde dit qu'il est artiste, que ça me gonfle un peu, je dois avouer. Je reconnais le mot artiste pour certains peintres, parce que c'est un travail d'anonymat, souvent dans l'ombre, ils n'ont pas de public, etc., etc. Je veux bien reconnaître ça. Après, des gens du cinéma, du machin, du bidule, qui me sortent, je suis artiste, j'ai envie de rire, tu vois. Donc, moi, ma définition, c'est que je pense que je suis un faiseur. Un faiseur, oui, ça te va bien, je trouve. En tout cas, t'es multicarte, t'as plusieurs casquettes, comme on dit. Directeur de théâtre, comédien, metteur en scène, prof aussi, coach, d'après ce que prof, je coach, formateur. Formateur, qu'est-ce qui manque encore Dernièrement, plutôt spécialisé dans la partie tourisme, ou en tout cas échange entre deux villes magnifiques que sont Lisbonne et Paris. Ce duo Paris-Lisbonne, hein, non, et puis le tourisme est venu tout à fait par hasard dans ma vie suite à ce changement de vie, oui, j'allais dire un virage, mais c'est un vrai virage et puis de vie, d'être parti à Lisbonne, parce que je suis arrivé là-bas pratiquement 6 mois avant l'arrivée de tous les Français qui arrivaient en vacances. Quand tu vois tellement de Français arriver, tu te dis c'est dommage qu'on n'en fasse rien de tous ces gens-là, dans le sens que pour moi c'est tout de suite un public. Bien sûr. Parce que je vis à travers ça. Et tu parles un public au sens théâtre, mais aussi touristique. Touristique, oui. C'est-à-dire qu'à la fois théâtre, parce que je me suis dit, vu qu'il n'y a pas de proposition de spectacle, voilà un public qui ne demande que ça, où je peux faire des créations pour eux. Obligatoirement, s'ils viennent pour visiter une ville, c'est donc un public pour cette ville. Donc autant faire des choses aussi dans cette ville, tant au niveau des infrastructures, au niveau politique. Je parle de politique dans le sens politique sociale, politique touristique, volonté politique, pour mettre en avant une ville comme Lisbonne, pour qu'elle devienne quelque chose de l'ordre de la ville qui, c'est le moment où il faut aller, c'est l'endroit où il faut se montrer, ce qui est le cas d'ailleurs. Lisbonne est en train de devenir une des capitales, si ce n'est la capitale du moment. C'est en effet un effet de mode. Mais voilà, mais je pense que tu peux y contribuer, tout un chacun, bien entendu, avec ta petite part de création, et j'en reviens avec ta petite part de qu'est-ce que je fais. C'est pour ça que j'adore le verbe faire. Justement, est-ce que tu as un rôle qui te va vraiment le plus? Est-ce qu'il y a une casquette qui te va le plus sur ta tête? Ou est-ce qu'au fond de toi, tu te dis que toutes ces facettes font partie d'un tout? C'est René ou Renate, non Tout fait partie de tout. Tu fais ça de façon... Tout fait partie, et assez bizarrement, assez harmonieuse et facilement. Parce qu'il en faut du temps. Ça a l'air presque... Tout ça, hein. Je suis un vrai taré qui devrait être enfermé dans un asile psychiatrique depuis longtemps. Tu es un vrai boulimique, comme on dit toujours de travail. Parce que je suis un boulimique de travail, je dors très peu. Voilà, donc je suis certainement pas ni un exemple, ni une référence, et certainement pas il faut surtout pas suivre mon exemple. Créer, c'est bien, mais à la fois, en tout cas dans notre définition actuelle, c'est un petit peu réducteur. On dit créer, on pense tout de suite à je suis artiste, ou je suis architecte, ou je suis y-crée. Tu vois, faire, tout le monde peut faire. Et j'aime bien cette définition que tout le monde, ça part de ma concierge en passant par ma voisine, et peut-être un faiseur à son niveau, et dans son environnement, et dans ses voisins, et dans ses amitiés, donc est peut-être un artiste, tu vois, par le chemin qui m'intéresse. Tout est moi, mais il y a quand même quelque chose pour lequel je suis né, ce qui est quand même très différent entre le faire et le truc que tu te dis, je suis né pour ça. J'en suis parti plusieurs fois, c'est le truc qui m'a ramené, j'ai été contre... il m'a obligé, et le truc c'est vraiment la direction d'acteur, la direction humaine. C'est quelque chose que je fais extrêmement bien, sans paraître prétentieux du tout, parce que on va avoir l'occasion d'en parler. J'ai une grosse difficulté avec moi-même de savoir qui je suis. Donc je me sens vraiment quelqu'un de tout petit, qui vaut pas grand-chose. D'ailleurs, est-ce que ce métier n'aide pas à ce niveau-là justement à se retrouver, à se trouver tout simplement, Certainement que ce métier de création a aidé plusieurs personnes à se dire quand même, j'ai quand même fait ça, quoi. Je représente ça. J'ai beaucoup de mal avec ça et je n'y arrive pas. Mais il est vrai que du coup ça me permet, vu que je suis 10 fois trop humble dans le mauvais sens du terme, parce que j'ai du mal à revendiquer ce que je fais,
Et puis que, en plus, à chaque fois que je fais quelque chose, je trouve ça tellement mauvais que du coup, j'ai du mal à trouver que c'est bien. T'aimes pas te revoir, Je revois tout, je réécoute tout et je trouve tout merdique. Donc comme ça, je trouve des défauts partout dans tout ce que je fais. Je suis un ultra perfectionniste. Le contraire aurait pas été bien non plus, aurait été nocif. Le contraire de se trouver génial et de rien à améliorer. L'opposé inverse aurait été nocif. Oui. Mais il y a quand même un juste milieu parfois qui est quand même sain, on va dire. Il y a une sorte, si tu veux, de relation mystique quand je suis face à des gens où j'arrive très très vite à décrypter ce qu'ils ont à l'intérieur. Leur plus, leur moins, leur partie de lumière et leur partie d'ombre, leur partie du bien et leur partie du mal. Et je suis moi-même quelqu'un de très mystique. Donc j'arrive très très vite à connaître le dosage de ce qu'il y a en eux, de ce qui va, de ce qui ne va pas. Est-ce que c'est la partie de l'ombre qui a pris le pas et la personne ne se sent pas bien, ou est-ce que c'est la partie de la lumière et que du coup il y a quelque chose qui irradie et du coup je travaille sur cette matière qui est la matière des énergies, parce que nous sommes tous faits d'énergie. Pourquoi? Je suis incapable de te l'expliquer, mais c'est depuis tout le temps. Je me souviens que la première pièce sur laquelle j'ai travaillé, j'avais 7 ans, j'étais comédien, point final, comédien en plus débutant qui démarre à 7 ans, t'imagines bien que c'est juste un gamin qui est en train de démarrer un petit rôle face à un metteur en scène, et déjà là, j'avais eu 3-4 réparties où le metteur en scène m'a dit « mais c'est fou qu'à 7 ans tu puisses me dire que tu sais ça de moi et qu'en plus tu as raison ». C'est-à-dire qu'il y avait des moments où il me demandait de faire certaines choses. Si ma mémoire est bonne, et excuse-moi de te couper. Je t'en prie. Et puisqu'on est dans un entretien un peu informel entre nous à Paris, j'avais envie de refaire, si tu le veux bien, un peu ton parcours pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Et c'est pour ça qu'on le fait en français, et puis on pourra faire, si tu veux, quelques apartés en portugais. Exactement. Mais juste pour recoller un peu les morceaux, tu parlais de cette vocation à la naissance. Toi, tu es né au Portugal. Alors, je suis né au Portugal à côté ou à l'ombre, on va dire, de l'endroit où est apparue la Sainte Vierge, ce qui a permis à ma famille à peu près... C'est marrant, comment tu me ferais ça à l'ombre de... Bah oui, parce que t'imagines ce que j'ai eu droit dans la famille. Il y a l'histoire, tu sais, du bébé dans le berceau avec les 3 fées qui débarquent pour donner tous les dons. Et moi, j'ai eu le droit au berceau, j'ai eu la Sainte Vierge en personne. Comme ça, c'est direct. C'est la grande fée qui est venue en personne. Donc, j'ai béni pour la famille, j'ai été non seulement béni, j'ai été seulement mis, on m'a tout donné, on m'a mis comme on dit en Portugal, o sinal. Le sinal, c'est un signe que certaines personnes ont, qui est une sorte de tache brune qu'on a quelque part dans le corps, et les uns l'ont à l'épaule, les autres à la hanche, les autres. Et cette tache brune montre, au Portugal en tout cas, que tu es marqué du sceau du destin, que tu es un élu, un choisi, appelle ça ce que tu veux. Apparemment, tu es quelqu'un de chanceux dans l'historique des vieilles grand-mères du Portugal. Et toi, tu es né à Leiria exactement ou à côté? À côté, juste à côté. Juste à côté, entre Leiria et Covadiria. Donc on peut pas... Tu vois, la maison de mes parents à l'époque était juste au bord du champ où venaient os 3 pastorinhos, donc les 3 petits bergers. Donc tous les 13 mai, ça y est, ça débarque. Voilà, donc toujours est-il qu'en effet, il y a quelque chose qui est amusant pour la question que tu me poses, c'est au moment de ma naissance, il s'est produit plusieurs événements. Un premier événement, à l'époque, mes parents avaient une maison dans laquelle, et c'était très coutumier au Portugal, dans lequel ils élevaient des animaux. Parce que le pays était pauvre et tout le monde avait poules, lapins, poulets, et j'en passe. Pas en grand nombre, puisque c'était juste pour nourrir la famille, mais on avait un peu de tout. Donc là, c'était un village, c'est ça? Voilà, c'est vraiment un village. C'était l'époque où on avait les animaux en bas. Exactement, pour la chaleur, etc. Exact. Et ce qui est très, très étonnant, c'est que le moment où j'ai poussé mon premier cri, j'ai eu une couvée de lapins qui est sortie en même temps et qui a piaillé. Public, hein? Mon premier public, des poussins qui ont sorti de leurs œufs, et des petits porcelets, des petits cochons, ce qu'on appelle le cochon de lait au Portugal, qui sont sortis et ont fait... Et j'ai eu tout ça en même temps. Mon père ne savait plus si c'était le gosse qui pleurait, si c'était les poussins qui
Ça a été une cacophonie dans la maison. En fait, Babe, ça a été inspiré sur toi. Hein, Non, mais c'est drôle quand tes parents te racontent ça, que t'as la mère qui crie les douleurs avec un gosse qui chiale en sortant, et qu'en même temps t'as des poussins, t'as des lapins, t'as des cochons, et que t'as le père qui court partout parce qu'il sait plus où il doit donner de la tête. C'est assez drôle pour l'histoire. Et ma grand-mère, qui à l'époque habitait avec sa fille, va voir sa fille, voit le bébé, donc moi, et elle dit « Ouh là là, ça va pas du tout, ça va pas du tout ». Donc ma mère a eu très peur, parce que tu sais qu'à l'époque, on faisait très attention au dire des vieilles personnes, parce qu'on disait qu'elles étaient sages, qu'elles avaient des visions et qu'elles savaient dire des choses. Elle dit « Ça va pas du tout parce que, en fait, il a le signal, et s'il a le signal, il va être différent. Et s'il va être différent, il va beaucoup, beaucoup souffrir. Et en même temps, il va faire de grandes choses. En tout cas, il n'est pas normal. » Et ma mère est restée affolée de ce résultat à la fois signal, à la fois différent, à la fois il va faire de grandes choses, à la fois il va souffrir, parce qu'il se trouve que c'est vrai. Enfin, maintenant que, vu le parcours que j'ai, tu vois. Et justement, après, tu quittes le Portugal. Très vite, un peu moins, 3 ans et demi. 3 ans et demi, je suis arrivé ici, j'ai été mis directement à la maternelle. Mais pas à Paris. Non, en Touraine, je suis tourangeau. Voilà. Et je le revendique parce que j'adore la Touraine déjà. Et puis parce que j'ai vraiment fait le parcours d'un petit Français. C'est-à-dire qu'en France, on met un gamin à l'âge de 3 ans à l'école, et moi j'ai été mis à la rentrée de septembre à l'école quand j'avais 3 ans. Enfin, j'ai fait 3 ans au mois de mai, et tu rentres à l'école en septembre. Donc comme un petit gamin français rentre à la maternelle. Du coup, j'ai eu le cursus tout à fait standard et normal. Tu te souviens évidemment de l'année, c'était l'année érotique, je crois. Oui, 69. Oui, exactement, c'était 69. C'est un des souvenirs, si ce n'est le seul, que j'ai gardé, parce que pour moi, on me mettait en prison. Et je me souviens parfaitement de cette école, parce que c'était une école, tu sais, avec des grilles. Et donc, je restais accroché aux grilles en pleurant pour que ma mère revienne me chercher, en me demandant mais dans quel pays de fou et où c'est qu'on m'a mis. Aujourd'hui, quand j'en parle à ma mère, qui bien sûr ne venait pas me chercher, elle me dit « T'étais un gamin parmi 25, tous accrochés à la grille en train de chialer le premier jour. » Comment s'est passée ton enfance là-bas? Est-ce que tu gardes un bon souvenir globalement? Sur la Touraine? Oui. Ça va peut-être t'étonner, mais les années 69 expliquent beaucoup de choses. J'en garde un mauvais souvenir pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on était, en tout cas, le choix de mes parents a été de ne pas suivre la communauté portugaise, qui était à quelques kilomètres de là. Donc ils ont vraiment décidé de s'installer en plein centre-ville pour vivre une vie à la française. Tu te souviens s'il y avait déjà des réseaux associatifs, justement portugais? Il y en avait, mais mes parents, par exemple, ne sont rentrés dans les réseaux associatifs que plusieurs années, mais alors quand je te dis plusieurs, c'est genre j'avais 15 ans, donc c'est vraiment très longtemps après. Pour une raison, c'est qu'on est tombé dans le centre-ville de Tours à un moment où on était pratiquement les premiers étrangers arrivés. Donc on a vécu et subi un nombre de racismes et d'actes racistes sans précédent. À savoir, mon père a été battu, ma mère a été traitée d'à peu près tous les noms d'oiseaux qu'on peut imaginer. Moi, je me suis retrouvé à l'hôpital 3 fois, alors que je n'avais que 3 ans, je le rappelle, à 4 ans à nouveau, stage à l'hôpital, parce qu'à chaque fois que je sortais dans la rue ou dans le jardin, on m'envoyait des pierres. Donc des pierres, ça fait pas tout à fait un bon résultat sur la tête d'un gamin. Donc on a vraiment vécu cette épreuve. Pour toi, c'était quoi? C'était vraiment des actes racistes? Ah oui. Si tu veux, les gamins qui ont fait ça l'ont fait parce que simplement ils ont fait ce que leurs parents à la maison leur demandaient de faire. Le gamin par essence, du moins à ce qu'il soit l'âge bête d'adolescent, un enfant n'est pas raciste. Il ne l'est que si les parents le disent. Si en effet les parents disent quand tu vas le croiser dans la rue ou dans la cour, jette-lui une pierre dans la tête parce que c'est un étranger, il y a de fortes chances que le gamin va demander « Mais maman, c'est quoi un étranger ?»« Oh, c'est un vilain, moche, il n'est pas comme nous, ça pue. » Et du coup, le gamin, tu décris une sorte d'image d'un monstre, comme j'ai entendu à l'époque. Et puis leur papa mange des petits-enfants comme toi. Donc on crée, dans l'esprit de l'enfant, on crée un monstre. Donc en effet, quand tu croises
le petit monstre en question, tu lui jettes des pierres, ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises. C'est dingue cette histoire. Et du coup, tu as quitté à quel âge cette région pour Très tardivement, puisque j'en suis parti à l'âge de 16-17 ans. Enfin, j'en suis parti avant parce que j'ai eu des tournées de spectacles avant, mais en tout cas physiquement en tant qu'adresse, j'en suis parti entre 16 et 17 ans. Et tu l'as senti pendant toute ton adolescence? Écoute, j'ai vécu ce truc-là jusqu'à l'âge de fin de primaire, début de secondaire, donc on doit être... j'ai commencé à me sentir à peu près accepté, tout est relatif, je devais rentrer à mon avis en seconde. C'est-à-dire que donc ça te fait toutes les années de primaire, CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Donc j'ai vécu ça une dizaine d'années. Ça te marque. C'est dingue quand même. Est-ce que toi qui aimes bien jouer, parce que je te connais un minimum pour pouvoir te dire ça, je pense que je me trompe pas trop, tu me corrigeras éventuellement. Je pense que tu as un goût particulier pour les personnages un peu extrêmes, un peu marginaux, un peu... Oui. Ça viendrait peut-être de là, non? Oui. Ça vient de là parce que si tu veux, déjà, quand tu es né, tu es soit introverti, soit extraverti. Il n'y a pas 36 000 personnalités sur Terre. Après, on peut y mettre des composantes, des nuances, timide, pas timide. En tout cas, tu es soit introverti, soit extraverti. Il se trouve déjà que je suis extraverti de naissance. Mais en plus, quand tu vis un truc pareil, ça t'impose de tout d'un coup te taire et d'être le plus invisible possible et le plus genre on me voit pas. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'on m'embête pas. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, cette image que les parents disent aux enfants, va l'attaquer parce que c'est un monstre. Donc, j'ai eu une fascination très rapide pour les minorités, pour les gens extrêmes, pour les gens différents et pour les monstres. Et tout mon travail de recherche, de création ou de recherche de faire a toujours été dans ce sens-là et continue d'être dans ce sens-là. C'est quoi et comment évolue parmi les années un monstre, c'est quoi être différent et qu'est-ce que ça suppose et qu'est-ce que ça peut apporter de plus ou de moins. Là, après tout à l'heure on en parlera peut-être, mais pour moi la différence est quelque chose de tellement génial parce que je trouve que tout le monde est différent. Il n'y a pas un seul être vivant qui ne soit différent puisqu'on est tous différents. Donc je trouve ça effarant qu'en étant tous différents, on parle que quelqu'un est différent. Ça veut dire quoi? Que tous les autres sont pareils? Ce qui n'est pas possible. Il n'empêche que c'est cette putain de différence, et je me permets un gros mot au passage, parce que c'est celle-là qui a permis que des gens soient mis en prison, que d'autres soient déportés, que d'autres finissent dans les camps de la mort, que d'autres soient tués, pour un mot qui s'appelle la différence. Et ça viendrait peut-être de cette période. Ah, pour moi, oui. L'enfance et l'adolescence. Mais oui, parce que tu arrives ici, tu as 3 ans et demi, tu sais pas pourquoi, déjà pourquoi tu es arrivé ici, parce que tes parents t'ont rien demandé. Donc tu sais même pas que tu es en France d'ailleurs, tu sais simplement que tu as déménagé à cet âge-là. Et que tout d'un coup tu te prends, parce que tu vas dehors, tu te prends des pierres dans la tête, et puis que tu es obligé d'aller à l'hôpital pour avoir des points, et qu'après tu as un peu la trouille de sortir en te disant c'est quoi la prochaine étape. Que tout d'un coup, très jeune, tu sais ce que veut dire le mot racisme, parce que tes parents sont obligés de te protéger d'une manière ou d'une autre par rapport à ça. Et la manière que mes parents ont trouvée a été de nous niveler, de nous effacer dans la culture française. Donc très très vite on s'est mis à parler français. Je t'ai pas demandé, mais tu es fils unique ou Non, nous sommes 3. J'ai une grande sœur et un petit frère, enfin aujourd'hui qui est un peu moins petit. Mais ils sont en France? Ils sont en France, mon frère est parisien, ma sœur est tourangelle, et vraiment français. Comme je t'ai dit, mes parents ont pris une décision drastique qui a été de dire si on doit protéger nos enfants et notre vie, on va prendre une culture et une façon de vivre française. Donc très très vite, on a eu une vie française, à tout point de vue. Vêtements, on parlait en français à la maison. C'est cette idée de comment devenir transparent. C'est intéressant ce que tu dis là, devenir transparent. C'est vraiment ça. Peut-être une lecture du jeu par rapport à la communauté lusophone et du moins la portugaise de Paris, comme tu le sais, cet adjectif qui revient souvent. C'est ça. La transparence, voire l'invisibilité. Voire l'invisible, c'est encore pire. Mais du coup, quand tu es quelqu'un comme moi, un peu qui a des choses à dire, à faire, du tempérament, extraverti, etc. Du coup, ça fait un moteur. Pour moi, c'est tout juste pas possible. Mais du coup, j'ai quand même vécu jusqu'à l'âge de 15 ans dans le côté invisible et dans le côté frustré, parce qu'il faut dire ce qui y est,
c'est que j'étais complètement frustré. De l'âge de 3 ans et demi à l'âge de 15 ans, c'est quand même 12 ans de frustration à tous les niveaux. J'ai envie de m'habiller comme ça, c'est non. J'ai envie de mettre un pantalon vert, non, parce qu'on va te voir, donc il faut mettre un jean comme tout le monde, etc., etc., et j'en passe. T'as envie de montrer que tu sais certaines choses à l'école. Le hasard de la vie a fait que j'étais aussi bien l'élève qui faisait les turbulences et qui était mis dehors le plus souvent, mais à la fois j'étais un des meilleurs élèves, ce qui me permettait d'être aussi le clown de service. Combien de fois mes parents m'ont dit arrête. À l'époque, évidemment, tu portais ton vrai nom, Oui, Renato. oui. Et combien de fois mes parents me disaient arrête parce que on nous appelle, tu es en train de mettre un coup de projecteur sur nous et on veut pas. C'était au point que quand j'ai démarré. Tu étais un peu le côté obscur de la force Ribeiro, quoi. Mais je me souviens encore quand l'histoire a fait que j'ai été appelé à devenir comédien, mes parents ont dit non d'office. Non pas qu'ils n'avaient pas envie que je devienne comédien, c'est simplement que dans leur tête, c'était genre, donc on va le voir, si on le voit sur scène, donc on va le reconnaître, donc on va savoir qu'on est d'origine portugaise, donc on va avoir à nouveau des problèmes de racisme. Donc c'est non. Donc t'imagines, c'est des barrières qui m'ont enrichi parce que j'ai gardé ça comme étant des personnages, des couleurs. Et des 3 enfants, tu as été le seul qui a vivre ça, cette voie. Oui. Ma sœur, quand elle est arrivée en France, était plus âgée. Elle avait 7 ans de plus que moi, donc elle avait 11 ans. Donc elle est rentrée assez vite dans un cursus scolaire déjà plus âgé, où les problèmes n'étaient pas les mêmes. Et mon frère, lui, est né en France. Donc lui, il a suivi la marche normale de tout Français et où l'acte raciste était oublié depuis très longtemps et passé et oublié, en tout cas par rapport aux principales communautés qui étaient les Italiens, les Espagnols et les Portugais, qui sont les 3 grandes communautés du démarrage. Oui. Pour moi, ça m'a enrichi de monstres, c'est le cas de le dire, de monstres, de personnages un peu noirs, un peu machiavéliques. Voilà, tout ça m'a enrichi. Et à quel moment tu as eu ce déclic alors pour la scène ? Tout de suite. Dès l'enfance ? C'est tout de suite. Enfin, c'était. Je te dis. Tu le voyais comment ? Comme un exutoire ? Tu te voyais comme une vengeance ou quoi ? Ah non. Oui, c'était à force qu'on te dise de rien dire, d'être transparent, d'être voire invisible, tout d'un coup de pouvoir monter sur scène et puis de pouvoir faire le clown et qu'on t'applaudisse par-dessus le marché ou de pouvoir dire à peu près tout ce que tu veux et d'être là, waouh, et super extraverti, bah prenez-moi comme je suis et qu'on dise bravo, c'était génial, c'était jouissif. Tiens, il y a quelques jours, j'ai eu la chance de passer quelques heures en compagnie de quelqu'un que tu as dû voir sur les écrans, peut-être même sur les planches, et on parlait pour d'autres raisons de la mixité des cultures. Un certain Luis Rego, est-ce que ça t'a fait chaud au cœur de voir qu'il a réussi aussi, et peut-être qu'à tes parents aussi, de voir... Ah ben bien sûr, voilà. bien sûr, et puis on est plus nombreux qu'on ne le croit dans plein de secteurs, bien sûr principalement dans le secteur artistique, mais pas uniquement. Je trouve que la communauté portugaise est la communauté de référence qui est la plus acceptée, la plus, comment dirais-je, mélangée aux Français, où il y a zéro problème. C'est des gens qui ont réussi, quand on parle d'insertion et des difficultés d'insertion aujourd'hui, avec soit certains migrants, soit toute la partie musulmane, etc. C'est vraiment une communauté qui n'a posé aucun problème d'intégration, au point tel qu'aujourd'hui on est présent partout. Il y a médecins, de Souza, politiques, on a plusieurs députés, journalistes, producteurs, chanteurs, enfin c'est en ça que je dis que c'est une communauté guillemets qui est devenue française, quoi. De moins en moins de gardiennes n'en déplaisent à la cage dorée aux autres. Exactement. Et qui en plus c'est drôle parce qu'on dit souvent que cette histoire des concierges c'est le clin d'œil portugais. Il faut savoir que ça n'existait qu'à Paris. Hein. Exact. Tu prenais la majorité de la communauté portugaise de cette époque-là, dont je vous parle des années 65-70, qui est le premier gros débarquement des Portugais. Les concierges, c'était Paris. Il n'y avait pas de concierge à Tours, il n'y avait pas de concierge à Lyon, il n'y avait pas de concierge à Bordeaux. Après, pourquoi on en a fait les Portugais, c'est soit ils sont maçons, soit elles sont concierges, j'en sais rien, mais c'était une minorité. Le cliché type de la femme, c'est femme de ménage, et pas concierge. Et justement,
quand tu es monté à Paris, finalement, tu avais quoi? Tu étais déjà adulte, non? Oui. Quels Oui, sont, parce que j'ai eu un parcours, si tu veux, atypique, dans le sens que le fait d'être très vite sur scène m'a permis de faire des études qu'on appelle les études art et études, où tu es sur 2 écoles à la fois une école scolaire normale que tout le monde connaît, et à la fois quand tu as fini les cours et que les gamins, eux, ils vont s'amuser et faire les cons et leurs 4 heures et courir dans la rue et faire leurs devoirs et j'en passe. Moi, je rentrais dans ma 2e école, qui était l'école d'art. Donc j'ai mené 2 écoles en parallèle. Point négatif, j'avais pas d'amis, parce que du coup j'étais pas dans la cour, j'étais pas dans la rue, j'étais pas, voilà, parce que pendant que les autres à 4h30, une fois le petit déjeuner, le goûter avalé, les leçons du lendemain faites, hop, on va dans la rue un petit peu. Pendant ce temps-là, moi j'étais déjà en train de répéter des spectacles. Et le week-end, au lieu d'aller au boom, puisque quand on était adolescent à l'époque c'était les booms, moi j'allais pas au boom puisque j'étais en tournée dans les villes avec les spectacles. Donc j'ai toujours été en décalage par rapport aux gens de mon âge, j'ai toujours fait des trucs qui m'ont empêché d'avoir un contact et une intégration et une mixité avec les gens de mon âge. Bien, tu sentais déjà que c'était ta voix. Ah oui, et heureusement, parce que j'ai vécu très mal, mais vraiment très très mal, le fait de ne pas être invité au boom, de ne pas avoir un groupe d'amis, de ne pas pouvoir, parce que j'étais déjà sur scène. Mais à l'inverse, cette tristesse du gamin, elle était vite effacée parce que le soir j'étais sur scène et que là c'était des moments magiques, y compris les moments de répétition. Donc très vite j'ai pu participer à différentes troupes subventionnées françaises. Tu es passé par le fameux cours Florent aussi, je crois. Plus tard. D'abord j'ai eu la chance de travailler avec le Centre d'art dramatique de Touraine, qui est un des plus gros théâtres dans son style en France. Ensuite de là, je suis parti à la compagnie Quentin Rouillet, qui est la compagnie de référence, qui était la compagnie de référence à l'époque de tout ce qui est danse contemporaine, dans lequel je suis devenu danseur, où j'ai fait du ballet pendant pratiquement 5 ans. De là, j'ai été repéré, j'ai été pris par une compagnie qui faisait du travail de théâtre et de corps, où on mélangeait le texte et le corps, qui s'appelait Compagnie La Rampe, qui existe toujours à Caen, en Normandie. Et là, j'ai été repéré par un autre metteur en scène à Béziers, où je suis rentré dans le monde du cabaret. Et le monde du cabaret, j'en parle tout le temps parce que c'est ma première et vraie école. On va y venir dans quelques instants, parce que je sais que c'est une école que... Ah ben, fantastique, tu apprends bien et tu es complètement passionné par ça. Et c'est après ça que je suis monté à Paris. Et c'est après ça que tu es venu sur Paris. Et Paris. quand je suis arrivé à Paris, j'avais donc déjà derrière moi à peu près un peu plus de 12-13 ans de carrière professionnelle payée. Avec des salaires, avec des cachets. Et là, tes parents étaient rassurés, peut-être. Ah oui, là-dessus, oui. Mais du coup, tu sais que ça te sert... Bizarrement, ça m'a pas servi à grand-chose, dans le sens que Paris est immense et que quand tu arrives à Paris, tu as beau montrer que tu es déjà un professionnel, que tu as déjà fait beaucoup de boulot et beaucoup de... Quand tu ne connais personne, tu connais personne, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, il faut que j'arrive à me faire un réseau pour pouvoir montrer ce que j'ai déjà fait, d'une part, mais continuer mon métier. Et il me semblait qu'il était intéressant d'aller rentrer dans une école parce que du coup j'aurais des camarades de classe adultes et que du coup ça allait créer certainement des groupes, des réseaux, des mini-compagnies et que là-dedans, une fois les cours Florent finis, on allait se retrouver dehors et donc c'était des futures compagnies. C'est un peu l'histoire du Splendide, hein. Oui. L'histoire du Père Noël est une ordure, qui étaient des élèves et qui se retrouvent... donc je me suis dit pourquoi pas. Donc du coup j'ai fait les cours Florent. Une première année j'ai eu la chance d'avoir comme professeur Isabelle Nanty, notre grande comédienne. Et la deuxième année j'ai eu encore plus de chance puisque j'ai eu comme professeur Michel Faux, qui entre-temps après, en milieu d'année, m'a demandé de le diriger. Puisqu'après il s'est rendu compte qu'en fait j'étais là pour faire un réseau, mais pas forcément pour avoir l'apprentissage du comédien, puisque j'étais déjà avec quelques années derrière moi, donc j'avais déjà un petit peu de bouteille, quoi. Et du coup on a créé un premier spectacle, donc je suis sorti des cours Florent parce qu'à l'époque François Florent... C'est là que tu as créé Volpone en tant que metteur? Non, c'était un premier spectacle qui est un signe et à la fois un titre étonnant qui s'appelait Meurs et deviens. Et le titre était vraiment significatif de ce que j'allais faire après. C'est meurs dans le fait de ce que tu es
et deviens ce que tu dois devenir. Est-ce que peut-être à l'époque j'étais encore en train de m'empêcher de devenir, quoi. C'est pas mal ça. Et ce spectacle a vraiment fait tout le déclenchement de me dire, attends, après tout, tu as toujours voulu faire de la mise en scène, puisqu'avant j'en faisais pas, de la mise en scène, tu sais à l'intérieur de toi, parce qu'à chaque fois que tu es dans une équipe depuis que tu es petit et qu'un metteur en scène donne une direction à un comédien, et que tu vois que ton camarade comédien ne sait pas trop comment interpréter l'information, tu es toujours le premier, mais déjà tout petit je faisais ça, à lui donner 3000 informations supplémentaires pour qu'il trouve le registre, comment faire et comment comprendre le metteur en scène. Donc du coup je le savais que j'avais ce don de la direction humaine, de la direction d'acteur, et là on m'en offrait l'opportunité. Donc c'est évident que très vite l'occasion a fait qu'un des comédiens était, lui, en dehors, avait un groupe amateur, et il voulait monter Volpone pour se faire plaisir. Et du coup, il m'a demandé d'en faire la mise en scène. Sauf que j'ai ce mauvais côté du perfectionniste qui ne sait pas faire les choses à moitié, et que pour un truc qui devait être amateur et se jouer au mois de juin avec des potes, c'est devenu un spectacle à part entière professionnel, avec 28 comédiens, et qui s'est joué pendant 3 ans au théâtre à Vincennes, au théâtre de Vincennes pour être plus exact. Un spectacle qui faisait 8 heures, comme quoi j'ai démarré fort, je démarre tout de suite de gros pylône, 8 heures, puisque les gens arrivaient à 18 heures et on sortait à 2 heures du matin, après que j'ai réduit à une version de 4 heures, et c'est dans ce théâtre-là que j'ai eu la chance, je ne savais pas. C'était le même public pendant ce laps de temps. Ouais. C'est dingue ça. Ouais. Ils avaient à boire, à manger. Exactement. J'ai fait un petit peu le jeu de ce que tu viens de dire avant un certain Olivier Pi qui a fait la même chose avec La Servante, qui lui a fait 24 heures à Avignon. J'ai fait mon petit Olivier Pi avant Monsieur Olivier Pi. Et j'ai eu la chance que le parrain de ce théâtre, et je n'en savais rien, était un certain monsieur qui s'appelle Jean-Claude Dreyfus. Et qui a vu le Volpone et qui a décidé de devenir mon parrain dans le métier. Et du coup, il m'a ouvert pas mal de portes, ce qui m'a permis que Volpone soit repris à la Comédie de Paris, où c'est resté là plus de 2 ans, 2 ans et demi, et que suite à cette reprise à la Comédie de Paris et au succès qui en est venu derrière, j'ai eu la proposition d'un monsieur de l'immobilier, donc complètement autre chose, rien à voir avec notre profession, et qui me dit, bien sûr un amoureux du théâtre, et qui me dit, mais qui voulait m'aider. Et je lui ai dit, soit vous êtes riche et vous me faites un chèque, ça va me permettre de faire d'autres créations. Donc il m'a dit, c'est pas vraiment le cas. Soit vous me trouvez une petite salle, un petit espace, un petit lieu, rien du tout, une cave, que je puisse faire une salle de répétition et ne pas payer des loyers pour mes répétitions. Et c'est de là qu'est venu l'embryon, l'idée de la comédien ? Au départ, il m'a dit, écoute, si tu cherches une petite salle, c'est pas possible parce que moi je ne traite que du gros immobilier à Paris. Donc des grandes surfaces, des grands bureaux, etc. Je lui ai dit, désolé, mais c'est pas du tout ce que je cherche. Et il m'a rappelé 15 jours après en disant, écoute, à côté du Père-Lachaise, j'ai 2 usines qui sont fermées depuis des années. Le propriétaire, ce qu'il veut, c'est que quelqu'un habite physiquement cet endroit parce qu'il est vraiment piraté dans tous les sens du terme, à la fois par la vermine, les rats et le reste, mais à la fois les squatteurs, c'était les grands moments, tu sais, des squats à Paris. Et du coup, il se dit que si on mettait quelqu'un dedans, pourquoi pas un collectif artistique, du moins le lieu pourrait vivre plutôt que d'être là à rien faire. Je dis pourquoi pas, allons visiter. Tout en lui disant, de toute façon, ça ne marchera pas parce que c'est tellement immense, qu'est-ce que tu veux que je fasse là-dedans ? On en a vu un premier qui était sur les hauts du Père-Lachaise que j'ai pas aimé du tout, on aurait dit des pompes funèbres, et un autre qui était plus vers la rue de la Roquette, et là, quand je suis rentré, ça s'explique pas. Tu rentres et tu sais que c'est chez toi. Je suis rentré, je lui ai tout de suite dit, je suis chez moi. Alors que c'était bourré de rats, que ça puait l'urine, et j'en passe, et le reste. Mais j'ai reçu un nombre d'images en poussant cette porte la veille de Noël 1998. Tu pousses une porte une veille de Noël, ça il faut le dire, tu vois. Après mes poussins et mes cochons de lait, j'ai ma veille de Noël. T'es pas loin, les rats. Tu vois, je continue, comme dirait ma grand-mère, décidément, il a un signe, ce garçon. Et je m'en souviendrai toute ma vie, parce qu'on pousse cette porte en fer qui grince, etc. Je dis à ce monsieur Thierry, on voit rien, et il met la lumière sur son téléphone, et là, je vois, donc les rats, mais j'ai un flot d'images où je vois mais comme je vous vois vous, comme je te vois toi, comme je vois ces pierres, je vois tout. Je vois la déco, je vois ce que je vais en faire, je vois les spectacles, je vois le public,
je vois tout. Je me souviens, il y avait notamment 2 endroits, parce que j'ai pu m'y produire, et c'est là que je t'ai rencontré physiquement la première fois, je me souviens. Il y avait la salle des pavés, je crois. C'est la petite, non? Il y avait la salle des pavés, qui était la petite salle de 100 places, puis la verrière, qui était vraiment faite pour initier les spectacles et le lancement des spectacles. Tu avais la salle du cabaret, qui était la salle sous la petite verrière, qui était plus pour les concerts. Et après, tu avais la grande salle à l'étage qu'on appelait la grande verrière, parce qu'en effet, il y avait une grande verrière, là où on faisait les spectacles où il y avait plus de comédiens, ou en tout cas de plus grande ampleur. Et par en dessous, tu avais la grande salle, qui était la salle d'événementiel, où on faisait les soirées dansantes, les expositions, etc. Et donc, à partir de quand, à peu près, tu as commencé à prendre les rênes de cet endroit, à l'habiller, à l'habiter, hein, écoute, c'est vraiment donc le fameux soir de Noël de 98, j'ai craqué en disant oui tout de suite. Après, c'est dans un gros truc quand même, là. Là, c'était un gros chantier. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Au point tel qu'aujourd'hui, je suis à peu près sûr que cette aventure ne peut plus être faite malheureusement à Paris. C'est fini. On n'a plus je pense que j'ai été le dernier, ou que j'ai eu la chance d'être dans les derniers à pouvoir faire ce genre de délire, parce que ça a été un gros délire que j'ai pas forcément compris au départ. En tout cas, moi, ce que je me souviens, j'ai dit à mon équipe, voilà, j'ai trouvé une salle, elle est immense, mais on s'en fout, on va nettoyer juste un petit bout, un petit coin, qui était une salle plus petite, qui était donc la salle des pavés, et ce coin plus petit, ça va nous suffire pour répéter. Et c'est ainsi que l'histoire a commencé. C'est-à-dire que tout le printemps 99, l'été 99, s'est passé avec mon équipe de 28 comédiens, chorégraphes, metteurs en scène, assistants, directeur technique, et j'en passe, enfin toute l'équipe de Volpone. On a commencé à nettoyer, à balayer, à peindre les murs, à mettre des lumières, à mettre un peu de couleur, pour se dire au moins ça ressemble à quelque chose. Et dans ce quelque chose, on a fait une sorte de mini-inauguration en octobre 99, où on a fait à la fois une fête avec une première représentation. Et bizarrement, il y a eu un engouement. Un lieu qui était complètement insalubre. Tu avais juste un petit coin qui était à peu près décoré. Il y a eu un engouement des gens. Les gens ont trouvé cet endroit complètement hallucinant, complètement hors du commun. Et du coup, très vite, je me suis dit avec mon équipe, mais si on montait Volpone, on faisait Volpone dans ce délire. Et on a fait un appel d'offres de dire donnez-nous un peu d'argent pour voir ce qu'on peut faire de ce lieu, etc. Et l'argent est arrivé, mais de manière très facile. Donc ça nous a permis de très vite nettoyer, peindre l'ensemble du lieu. Et dès le départ, tu avais envie de faire des spectacles du théâtre, mais aussi des concerts, dès le départ, pour moi, c'était une maison multiculturelle, multi-activité. Parce que je me souviens d'avoir assisté à des pièces de théâtre, évidemment, mais aussi des concerts, et je me souviens de 2 soirées brésiliennes mémorables. Une avec Monica Passos, bien sûr. Très très grande chanteuse. Qui est restée chez nous pendant 2 ans. Magnifique, hein, et qui tourne toujours. Hein, toujours, bien sûr. Découvrez, si vous ne le savez pas chez vous, Monica Passos, c'est juste un univers de dingue. Et je me souviens d'un duo brésilien, pour la parenthèse. Bref, j'ai assisté à 2-3 soirées brésiliennes, et qui dit brésilienne, dit aussi... le monde entier. Très ouverte. Oui, et puis le monde entier. J'ai très vite décidé que ce lieu était à la fois un lieu d'échange sur toutes les disciplines artistiques, puisqu'on faisait des expositions de peinture, de sculpture, de photos, de tout ce que tu veux, du théâtre, mais à la fois mondial. Pour moi, c'était vraiment important le truc world. Donc on avait le Brésil, on avait la France, on avait le Portugal, mais j'ai été aussi chercher, et ça remonte à mon enfance, j'ai très vite commencé à produire les minorités. Ayant vécu ou subi d'être moi-même une minorité, c'était clair que j'allais un petit peu défendre la couleur des monstres et des minorités. Donc j'ai très vite été vers de la programmation klezmer, gitane, pour montrer aussi. Et j'ai dû être dans les premiers à Paris à faire ce genre de programmation, ou en tout cas à prendre le risque de ce type de programmation. Et c'est aussi ça qui a fait que j'ai eu très vite un public. Parce que tout d'un coup, c'était pas un énième lieu à Paris qui faisait du jazz. Bien sûr, oui. Mais il avait une palette de couleurs et de découvertes de pays incroyables. Et à chaque fois qu'on faisait un concert sur un pays X, Y, Z, on avait toujours dans la salle plus grande d'exposition des tableaux du pays, des tapis, des fringues, de la nourriture,
klezmer, gitane, etc. Enfin, tout était en association de manière à ce que les gens découvrent une culture. Et pas que la musique ou que Mais là, le je t'ai théâtre. vu aussi sous un autre angle, j'ai envie de dire. Je t'ai vu comme un grand organisateur. C'est un métier, hein, on ne s'invente pas, hein, directeur d'un théâtre, tu le sais bien. Mais tu l'as compris à ce moment-là, en le faisant, que tu avais ça en toi, ou tu avais déjà prévu un petit peu ton goût? Oui, parce Tu drivais quand même pas mal de ressources humaines. Ah oui, oui, oui. Oui, parce que c'est naturellement dans ma tête, je suis pas patron et puis j'aime pas ce titre et voilà. Je trouve qu'un patron n'est patron que s'il a des collaborateurs et les collaborateurs ne sont que des collaborateurs que s'ils ont un patron. Donc pour moi, j'oublie les deux termes et donc du coup, on est une équipe. Et qu'un patron sans employé, ben, il n'est pas dans le caca et des employés sans patron, ben, c'est un peu pareil. Donc il vaut mieux que tout le monde soit à bord. Il est évident qu'il faut un capitaine qui montre le chemin, qui dit, à mon avis, en tant que capitaine, c'est par là qu'il faut aller, et qu'on en parle, on se met d'accord, et en tant qu'équipe, on décide d'aller tous dans le même sens. Parce que si la moitié sont en train de ramer pour aller à gauche, et l'autre moitié pour ramer à droite, bah, au bout le résultat, c'est que tu vas nulle part. Donc, le mot de capitaine, j'aime bien, le mot de patron, j'aime pas. Mais c'est vrai que le fait de diriger une équipe de 28 personnes comme Volpen m'a demandé de faire, et que c'était nouveau pour moi, plus la tournée, parce qu'on a fait une tournée gigantesque, plus emmener, enfin je sais pas si tu te rends compte encore aujourd'hui, d'emmener 28 personnes à Avignon, dont tu payes le transport, logé, nourri, blanchi. Pour la petite histoire, je les avais logés dans un couvent, parce que c'était le seul endroit d'Avignon suffisamment Là, grand. tu reviens à ton berceau. Hein, Ah oui, et puis il s'en est passé des belles là-bas dans le couvent. C'est une autre histoire. Mais voilà, parce que c'était le seul endroit suffisamment grand pour mettre autant de monde. Donc, et très vite, j'ai compris que les gens suivaient ce que je disais. Que j'avais un charisme, que j'avais une énergie qui faisait que les gens étaient d'accord. Et qu'en plus, l'énergie m'a toujours sauvé, dans le sens que quand les gens allaient se coucher, moi je continuais à travailler. Quand les gens se réveillaient, j'étais déjà debout. Donc ça donne une vraie image de capitaine, que tu le veuilles ou pas. Non pas que je faisais exprès, mais il y avait des choses à faire, il fallait bien qu'elles soient faites. Quand certains allaient se coucher, je disais, bah ça il faut que ça se termine, moi j'ai pas encore sommeil, donc je vais le terminer. Et justement, tu as mené cette belle aventure, cette barque de la Comédia pendant combien d'années à peu près 14 ans. 14 ans quand même. 14 ans, et toujours comme si c'était un spectacle. Jamais comme si c'était un lieu. Pour moi, ça a été un immense spectacle, à la différence que sur un spectacle, tu diriges des gens, et que tu essayes de faire en sorte que ces personnes s'entendent bien, ne s'engueulent pas trop, et que tout se passe bien pour avoir un beau résultat. C'est de la même chose, j'ai fait de la direction Parce qu'il y a d'acteurs. beaucoup d'ego dans ce milieu aussi. Il faut savoir gérer. Énormément. Ben, j'ai fait le même boulot, sauf qu'au lieu de prendre des gens, j'ai pris des compagnies, j'ai pris des groupes, j'ai pris des concerts, j'ai pris des entités, et je me suis dit comment tous ces gens-là, je peux faire en sorte que ça se marie, que ça marche bien, que ça fonctionne. Et pourquoi avoir arrêté une si belle aventure? C'était un déclin ou... Non, il y a deux raisons. La première raison, c'est que je commençais à... Mais c'est une erreur de ma part. C'est-à-dire que n'importe quel être censé dans ce métier te dira que tu fais un lieu, la première chose que tu fais, c'est d'y mettre tes spectacles. Et si tu es comédien, tu t'y mets en tant que comédien. Comme ça, on sait que non seulement c'est ton lieu, mais qu'en plus tu es comédien, mais qu'en plus tu es metteur en scène. Je te parlais tout à l'heure du fait que je suis un peu trop humble par rapport à cette société qui nous entoure. Donc pour moi, ce lieu était un lieu pour les autres. Sur 14 ans, j'ai fait dedans 4 spectacles. Je connais pas beaucoup de directeurs de lieux à Paris qui ont un lieu pendant 14 ans dans lequel ils ne font que 4 spectacles. Ils vont plutôt en faire 28, c'est-à-dire 2 par an, et laisser un peu de place aux autres. Moi, j'ai fait 4 spectacles et j'ai laissé beaucoup de place aux autres. Et j'ai joué une fois dans mon lieu. Une seule, et bien. Oui, parce que j'estimais que ce lieu ne m'appartenait pas quelque part. Ce lieu était un lieu d'accueil pour des compagnies. Que de temps en temps, le lieu puisse accueillir ma compagnie, ok, mais pas plus, pas moins que les autres. Et qu'il y avait suffisamment de choses à découvrir. Donc, au bout d'un moment, si tu veux, j'ai eu un manque où je me suis dit, oui, mais dans l'histoire, je m'occupe de tout le monde. J'ai quand même produit plus de 150 spectacles, y compris concerts, etc. J'ai lancé plus d'une 50aine de comédiens, sans compter ceux que j'ai formés. Tout ce temps et cette énergie que tu passes à lancer des gens dans le métier, à les produire, à s'occuper des tournées. En plus, je suis plutôt quelqu'un qui choisit dans le pas facile, en tant que producteur, plutôt dans
des spectacles engagés, dans des concerts différents, dans des trucs à texte un peu revendicatifs, etc. Donc c'est vraiment des choses qui ne sont pas faciles à défendre. Et surtout des choses dans lesquelles tu ne gagnes pas forcément ta vie. Au bout d'un moment, j'ai commencé à sentir qu'il me manquait quelque chose et que je ne m'étais pas assez occupé de moi en tant que comédien et en tant que metteur en scène. Donc la fin de la Comédia, elle a été non seulement pas la fin, puisqu'elle existe encore aujourd'hui. Elle a changé de nom. Hein. Elle a changé de nom. C'est l'Auguste Théâtre. Et juste à côté, c'est l'Open Cube. Tu y es retourné depuis? Oui, bien sûr. Chaque fois que je viens à Paris, j'y retourne. D'une part parce qu'il y a ma photo dedans et que les gens me connaissent. Et d'autre part parce que c'est même pas pour ce côté égo. C'est plus pour je revois ma petite maison et ça me fout les larmes aux yeux et j'adore, quoi. De me dire, c'est quand même une aventure incroyable que de se dire cette usine qui était pourrie là-bas au milieu de nulle part. Faut te rappeler qu'à l'époque, le quartier était donné à Paris comme insalubre. Les immeubles qui nous entouraient étaient habités par personne que des squatteurs. Les rues étaient défoncées. Il n'y avait pas de pavé, il n'y avait pas de goudron, il n'y avait pas de trottoir, il n'y avait pas d'éclairage le soir. C'était un coupe-gorge sans nom. Enfin, fallait en vouloir. Aujourd'hui, tu y vas, c'est des restaurants de plutôt dernière tendance, c'est des galeries de peinture, c'est des galeries de photos. Mon lieu que j'ai vendu donc s'occupe est toujours un théâtre puisque c'est l'Auguste Théâtre. Et la grande partie est une salle d'événementiel à la fois concert, à la fois théâtre et à la fois événementiel. Et tu vois tout un quartier qui est propre, qui est joli, qui est beau, avec de la vie, avec des expos, avec des peintres, avec des... Il y a tout un immeuble à côté qui était complètement défoncé, qui, juste après que j'ai ouvert, j'ai eu un pote qui me l'a demandé, qui était styliste et designer, qui a occupé le rez-de-chaussée. Du coup, il a fait venir tous ses potes designers, architectes et machin. Aujourd'hui, c'est un immeuble sur 6 étages qui n'est occupé que par des ateliers de designers, d'architectes et de stylistes. C'est quand même beau de se dire que un truc où il n'y avait rien, où c'était mort, ou un coupe-gorge, aujourd'hui est un mini-quartier que j'invite tout le monde à aller voir, qui est vraiment à Philippe-Auguste, sur les hauts de la rue de la Roquette, qui est un quartier protégé, parce qu'en fait il est en étage à un étage, et que la mairie a protégé le site pour que comment on appelle ça, les agents, pas les agents immobiliers, mais que les constructeurs immobiliers ne détruisent pas cet endroit, parce que j'ai eu une énorme bataille contre eux. On a failli être démolis, on voulait en faire des HLM et des immeubles, etc. Donc ça a été une bataille pendant 3 ans, mais que j'ai gagnée avec l'aide de Soisic Moreau, attaché à la culture à l'époque, mairie du 11e, et avec le maire de l'époque, pour que ce lieu soit protégé. Il est aujourd'hui espace vert, espace culturel et espace artisanal et artistique. Il faut que tu y retournes maintenant en tant qu'acteur. Ah oui, mais pourquoi pas? Ah oui, 4 fois, enfin même une seule. Mais pourquoi pas? Parce que c'est vraiment... Et dis-moi, ce qui était censé être une escapade, Lisboète, est devenu ton domicile maintenant. Tu es retourné au Portugal. Écoute, c'est premier abord, j'y allais en vacances pour me détendre. Parce que je trouvais qu'il y avait un climat, la gentillesse des gens, c'est une capitale à taille humaine, à la fois tu vois des gens du monde entier, donc c'était parfait. Petit à petit, je suis tombé amoureux de cette ville, non pas du pays, mais de cette ville, Lisbonne, qui est quand même une ville assez incroyable, qui est vraiment très chargée, à la fois romantique, à la fois vieille, à la fois cassée, à la fois moderne. Enfin, t'as un melting pot de couleurs, une lumière. C'est pas pour rien que tous les peintres sont allés là-bas, et photographes maintenant, parce que vraiment c'est la ville lumière, plus on dit que Paris est la ville lumière, mais elle l'est par rapport aux lumières artificielles, parce que oui. La luminosité, enfin la mise en lumière de la ville de Paris la nuit est tout juste remarquable. Lisbonne, c'est une ville de lumière naturelle, t'as l'éblouissement, et tu as l'éclairage du soleil qui est du même niveau que le soleil en très haute montagne. C'est-à-dire que quand je vais faire du ski dans les Alpes, j'ai le même éclairage que j'ai au bord de l'eau à Lisbonne. C'est quand même incroyable, outre le fait qu'elle n'est pas polluée, etc. En y allant en vacances, j'ai vu très vite qu'il y avait une demande des gens et de la population, et notamment des instances et de la ville, de développer toute la partie artistique et culturelle qui n'existait pas ou très peu dans cette ville. À l'inverse, de l'autre côté, je sentais qu'à Paris, on commençait à être de moins en moins libre.
et qu'on devait soit faire du commercial et gagner des sous, auquel cas tout le monde te soutient, ou si tu faisais comme moi des spectacles un peu trop engagés, les derniers étant Lettres de délation sur la délation des Français qui ont mené beaucoup de gens au camp de la mort nazie, que ce soit la vie de Pasolini et le parti pris que j'en ai fait à travers les journalistes italiens. Oui, parce que tu as incarné Pasolini. Où j'ai eu la chance d'incarner Pasolini et de montrer qu'en fait Pasolini c'est un meurtre politique, etc. etc. J'ai remarqué que, vu les lettres que j'ai reçues d'insultes, de mise en garde, de menaces de mort au passage, sur Pasolini carrément on m'a retiré les droits pour pas que j'aille plus loin. Comme ça, on me l'a laissé créer. Une fois qu'il a été créé, et comme on a vu que j'ai fait quelque chose un peu osé, hop, on retire les droits à Rivero parce qu'il va un peu trop loin. J'ai vu des extraits et franchement, je trouve que c'est un personnage que tu as incarné, mais pleinement. Hein. Ça t'allait comme un gant. Hein. C'est étonnant parce qu'on se ressemble comme deux. Enfin, l'idée au départ, c'est que j'ai toujours adoré Pasolini dans son travail et dans sa défense artistique. Et il était, comme on l'a dit au tout début, l'artiste dans le sens de ce que j'aime, c'est-à-dire un faiseur. Quelqu'un qui fait, mais qui fait en termes engagés, pour défendre des idées, pour défendre pour son peuple, pour son pays, etc. Ce qui est aussi mon cas. Et du coup, j'ai toujours été fasciné et passionné par ce gars, y compris sa façon de cadrer dans ses films, son écriture, ses pièces de théâtre, et j'en passe. Son côté multicasquette, etc. Et du coup, un ami m'a dit, parce que je voulais mélanger énormément la vidéo et le cinéma dans ce projet, vu qu'il était cinéaste, et un ami m'a filmé. Et en filmant mon visage, il a fait un travail de montage, de superposition de mon visage sur le visage de Pasolini. Et rien ne dépasse. On a les mêmes oreilles, le même front, le même visage, les mêmes pommettes, le même menton, enfin tout. Imagine un calque, ça collait parfaitement. Donc je n'ai plus eu que les cheveux à laisser pousser et à les teindre en noir corbeau comme il les avait, et tu avais Pasolini. Je parle même pas du comédien, je parle de visuellement oui. On voyait arriver Pasolini. Ouais, c'est flagrant. Oui. Et c'est vrai que ça a été un de mes premiers étonnements, à chaque fois que j'arrivais sur le début de la scène 2, où le public dans la salle, tu entendais parfaitement tout le monde faire... Tout le monde avait peur, parce qu'en plus je sortais du noir d'un coup. Et du noir, je sortais... Il y avait une vidéo du vrai Pasolini, et au moment où la vidéo du vrai Pasolini s'éteignait, moi je sortais du noir et j'arrivais en lumière en continuant de parler ce qu'il était en train de dire. Et les gens étaient complètement perdus. Parce qu'ils me disaient... En plus, tu sais que quand tu es sur scène, dans une grande salle, on a toujours avec les éclairages ce côté un peu flou autour de nous. On n'est pas tout... sur scène, on ne nous voit pas tel qu'on nous voit dans la rue, quoi. Et du coup, il y a eu ce côté magique de dire... C'est lui, c'est pas lui, c'est un fantôme. Voilà, donc c'est... Et c'est hallucinant, si tu veux, quand tu montes un projet pareil, qui a été difficile à monter parce qu'on était dans une défense culturelle, artistique, politique, un vrai engagement et puis une idée qui était de dire que c'est juste un meurtre politique, que tout d'un coup tu reçois des menaces de mort. Donc tu te dis, donc je suis sur le bon chemin, ça veut dire que j'ai mis le doigt là où ça fait mal. Oui, pour quelqu'un qui aime les personnages un peu torturés. Extrêmes, torturés. Là tu étais... et qu'en plus, si je suis en train de donner une version de mon histoire qui n'était pas la mienne, mais celle des journalistes de l'époque, et bizarrement pile la version qui apparemment ne plaisait pas, tu reçois des menaces de mort, c'est un peu étonnant, quoi. Et malgré tout, j'ai réussi à le créer à Tarbes. Et quand plusieurs personnes politiques sont venues le voir, il s'est joué une dizaine de fois, et au bout d'une dizaine de fois, la seule chose qu'on a trouvé de magnifique à faire, c'est de me retirer les droits pour que le spectacle ne se joue plus du tout. C'est dingue. Et là, tu es encore plus marginal. Là, t'es bon. Ah ben là, je me suis senti tellement... Oui, parce que je venais déjà de sortir de 3 ans de Lettres de délation, qui a reçu des prix après, mais qui au départ m'a fait morfler pas mal. Un thème comme la déportation et dire c'est les Français qui ont écrit et qui ont mis la plupart des Français dans des trains, et j'ai assumé ce que je suis en train de dire, ça tu fais pas que des copains. Tu vois, derrière j'ai fait un spectacle sur le transgenre, qui a décidé qu'une fille était une fille et qu'un garçon était un garçon, sachant qu'un enfant quand il naît il sait même pas ce que ça veut dire. C'est donc bien qu'il y a des parents qui décident parce que t'as un zizi, t'es un garçon, et qui vont même pas chercher si dans la tête du pauvre garçon il n'y a pas autre chose qui se passe, et vice versa, parce qu'ils voient le sexe de la petite fille, ils disent t'es une petite fille, on va te mettre une jolie jupe, manque de peau dans la tête de la petite fille, il se passe peut-être autre chose. Et on arrive quand même à massacrer des identités au seul titre que notre société est habituée à tout mettre dans des cases, et qu'une petite fille, en tout cas le sexe féminin, c'est une fille, le sexe masculin, c'est un garçon. Les choses ont tendance à changer, tant mieux,
On est en train d'essayer de parler, y compris politiquement, sur faut-il continuer à parler de filles, garçons. Sachez, parce qu'on n'en parle pratiquement pas, à l'école on ne peut plus dire ça, ça a été notifié à l'éducation nationale, on ne parle plus de petites filles, de petits garçons, on parle d'élèves, pour justement essayer d'effacer le côté sexe, définissant deux sexes. On commence sur les cours des élèves un peu plus avancés où on essaye de parler de thèmes, de sexualité, etc., comme nous tous on a eu à l'école. On parle maintenant de troisième sexe. Tu vois, l'école est un petit peu plus en avance que la société, mais quand tu vois ça, déjà on n'en parle pas, mais quand tu en fais un spectacle dessus, et que tu es un des premiers, puisque j'étais un des premiers à faire un spectacle sur le sujet, tu es tout juste le type à pendre. Et puis derrière, j'enfonce le clou en mettant un Pasolini dessus. Pasolini.